l'émission a lieu. Salut. Je le répète à chaque fois que l'émission a lieu, globalement les essais libres ont pas tant d'intérêt, et puis cette saison, étant donné qu'on est passé de 1h30 de session d'essais libres à 1 heure, disons que les programmes de chaque équipe diffèrent quand même pas mal de mon point de vue, en tout cas entre ceux qui travaillent les réglages courses, les réglages qualifs, etc. C'est un petit mélange, et puis au final, certes, il y a une certaine hiérarchie qui se dégage de ces essais libres, mais en fin de compte, les qualifications c'est totalement différent à l'arrivée quoi. Yo, je viens que ça. Bonne game à vous, by the way, sur le Discord. Hein. On parle tout de suite, là, je fais de la contre-pub par rapport à mon émission, mais c'est la famille et c'est notre Discord en commun, Lyon-Monaco sur le Discord actuellement. Je sais pas si le point d'exclamation Discord doit fonctionner normalement. Osef de rien du tout, Osef de rien du tout. Nous sommes là pour partager, donc voilà, partageons le sport avec les autres. Merci Jolinx. T'en es à 11 mois, on approche. Alors je sais pas pourquoi il y a l'alerte qui s'affiche alors que je veux pas qu'elle s'alerte. Qu'elle s'alerte ou qu'elle qu'elle s'affiche, pardon. Sur cette scène-là. Mich and Mich Power, yes. Merci Jolinx. Bientôt le 1 an de vie commune sur Twitch. Via les subs, hein, parce que ça fait bien plus longtemps que ça qu'on est en vie commune, toi et moi, sur les internets, ainsi que Malinx, ainsi que les arts. Cet après-midi avait lieu donc le Grand Prix du Portugal à 16h. Un Grand Prix qu'on va pas se cacher n'était parmi les 3 premiers de la saison pas le plus fun. Pas celui dans lequel il s'est passé le plus de choses, mais bon. Quand t'es fan, tu trouves quand même un intérêt, c'est ce que je dis à chaque fois, que ce soit d'un point de vue stratégique, et puis ça n'empêche que les types performent de ouf, hein, même s'il se passe pas grand chose malheureusement. Assez surprenamment d'une certaine manière. Bon, maintenant voilà quoi. Il faut juste que je check mes pages, ok on est correct. On va se regarder tout de suite, c'est pas le bon raccourci. On va se regarder tout de suite les qualifications. On va partir bien sûr de la P20 à la P1 et puis je vais essayer de me remémorer parce que j'ai pas pris de notes comme d'habitude de ce qui s'est passé sur les qualifications. Il n'y avait pas besoin de notes pour prendre par rapport à As en tout cas. Je le répète depuis Bahreïn, donc depuis 3 Grands Prix. On le sait depuis même les essais de pré-saison que As c'est la Williams de cette année en termes de position, que ce soit qualifié, course, etc. C'est une voiture qui n'a pas progressé, qui progressera pas. On va parler en détail après aussi de chaque pilote, enfin de la performance de chaque pilote pendant la course aussi, après avoir visualisé le tableau des qualifications, les highlights, etc. Donc 19 et 20, Mick Schumacher et Nikita Mazepin, les 2 rookies pour Haas. 18ème Nicolas Latifi pour Williams. Lance Stroll 17ème pour Aston Martin, Daniel Ricciardo 16ème pour McLaren et dernier éliminé donc en Q1. Une contre-performance quand même pour une McLaren éliminée en Q1. En n'oubliant pas de mentionner que tout comme certains autres pilotes, Daniel Ricciardo découvre sa voiture étant donné qu'il vient de chez Renault. Voilà. On va dire qu'entre guillemets c'est encore une excuse valable pour un certain temps. Et pour certains pilotes, même si on va le voir un peu plus haut, ça s'est avéré vrai aussi pour d'autres. Éliminé en Q2, Kimi Raikkonen à la 15ème place. Je vais me rapprocher un peu parce que je vois pas très bien, c'est en tout petit. Kimi Raikkonen à la 15ème place, 14ème Yuki Tsunoda avec l'Alpha Tauri, Fernando Alonso 13ème avec l'Alpine. Antonio Giovinazzi 12ème avec l'Alfa Romeo et George Russell avec la Williams au bord de la Q3 avec une Williams pour la première fois depuis je sais même plus quand pour être honnête. J'aurais dû chercher ça d'ailleurs. Et à la porte de Q3 pour quelques millièmes de seconde avec une Williams. Pardon. La digestion. On l'a pressenti pendant les essais de pré-saison courant février. On le voit aussi d'une certaine manière depuis Bahreïn en course, etc. Et en qualification surtout, que on voit que l'argent aussi fait tout dans le sport. Hein. La Williams c'est forcément mieux développé, enfin ça respire un peu mieux chez Williams avec l'investissement américain. Ce ne sont pas des Qataris.
Et de ce fait-là, les performances s'en ressentent et il y a aussi le facteur de George Russell dans la voiture qui fait aussi la performance. Il va chercher P11 pendant que Nicolas Latifi fait P18. Mais ça démontre aussi le potentiel de la voiture. Elle a step up. D'accord. Merci Lézard pour cette analyse pertinente. Espèce de rageux. Donc George Russell à la porte de la Q3 hein, pour conclure. Très très belle performance et j'espère qu'ils vont finir par accrocher des points puisqu'on va voir après que malheureusement en course le rythme de la Williams c'était pas celui requis disons pour aller chercher un top 10. Le top 10 justement qualifié en Q3 donc Sébastien Vettel pour la première fois de la saison qui bat Lance Stroll. Je pense que c'est la première fois que c'est la première fois clairement qu'il passe en Q3, Sébastien Vettel avec l'Aston Martin, lui aussi découvre sa voiture bien sûr. Voire même la première fois qu'il passe qu'il passe aussi en Q2 quoi ma foi, donc bon. Grosse perf de Sébastien Vettel qui bat même de ce fait, comme je l'ai dit, Lance Stroll sur cette qualification. 9ème Pierre Gasly avec l'AlphaTauri sur une continuité, toujours des top 10 pour Pierre il me semble cette saison, et puis la continuité de la saison dernière si je me trompe pas, mais je peux me tromper parce que j'ai pas de mémoire. Charles Leclerc 8ème avec la première Ferrari, Lando Norris 7ème avec sa McLaren, Esteban Ocon 6ème avec l'Alpine, grosse performance, Alpine qui a montré un gros step-up ce week-end où consécutivement aussi à la spécificité du circuit de Portimao qui est un toboggan permanent etc. Mais il me semble que ce sont les évolutions qu'Alpine a apportées, je pense en grand nombre si j'ai bien compris, pas mal d'évolutions aérodynamiques etc. qui ont porté peut-être leurs fruits aussi. Carlos Sainz 5ème qui lui aussi découvre sa Ferrari et c'est lui pour l'instant dans le lot de ceux qui découvrent leur voiture qui s'en sort le mieux jusqu'à présent. Sergio Perez 4ème avec sa Red Bull, lui aussi découvre sa Red Bull, pas si pire, une 4ème place. Max Verstappen 3ème, Lewis Hamilton 2ème et Valtteri Bottas qui bat pour 7 millièmes de seconde Lewis Hamilton pour la première place. Voilà pour les qualifications. On a les highlights par rapport à la semaine dernière, alléluia, on est dans les temps, on a les highlights à se regarder. On va se faire censurer par YouTube et par Facebook par rapport aux highlights, c'est une habitude, mais alors que c'est gratuit, hein, ma foi, sur YouTube, mais bon, je suis une machine à censure jusqu'au moment où je vais prendre un ban, bien sûr. Facebook s'en souvient. On va se regarder ça, puis après on va se regarder les résultats du côté de la page internet parce que la F1 n'a pas fait son travail, il m'a pas filé son infographie. Merci Lézard. Lézard est toujours là, le premier sur l'action bien sûr, quant à me mettre des bâtons dans les testicules. On va se regarder la lettre, donc comme je disais, il fallait juste que je les cherche. On va se mettre ça là, on va se couper la musique bien sûr et se gauler. Hop là, bah ça c'est pas très pro. Donc, j'ai oublié ça aussi. Oups, excusez-moi, c'est pas très pro non plus, décidément, il me faudrait 5 écrans en fait. Donc victoire de Lewis Hamilton devant Max Verstappen, bien sûr avec 29 secondes d'écart dû au fait que Max Verstappen et Valtteri Bottas, comme ils étaient safe par rapport à Sergio Perez et Lando Norris, se sont permis de faire un ultime pit stop en pneus soft pour aller chercher justement ce fameux point du meilleur tour, qui est revenu en fin de compte à Valtteri Bottas qui termine à la 3ème place en étant parti premier. Sergio Perez qui termine 4ème, Lando Norris 5ème, Charles Leclerc 6ème, Esteban Ocon 7ème, Fernando Alonso 8ème, Daniel Ricciardo 9ème, Pierre Gasly 10ème, hors des points Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi, Sébastien Vettel, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, George Russell, Mick Schumacher, Nicolas Latifi, Nikita Mazepin et Kimi Raikkonen abandon suite au contact avec son teammate. Donc, je n'ai pas, il me semble, faire... On va afficher ça, d'ores et déjà. Non, j'ai pas ça dans mes affaires, pardon. Pardon, c'est pas très grave. Hop, là on va chercher ça. On va passer en revue donc très rapidement les performances de chacun en course et
l'appréciation générale par team. Et j'étais en train d'oublier, on va quand même faire le sondage, vu que vous avez vu, vous pouvez faire semblant de voter, ceux qui s'y intéressent. Petite note, quelle note donneriez-vous à ce Grand Prix du Portugal? Alors pour ma part, vu ce qui s'y est passé, ça sera pas très élevé, mais bon, ça sera suffisamment élevé pour un vrai fan de F1. Je sais même pas si je peux voter, il me semble que je peux voter. Oui, mon chat. Oui, mon chat. Ok. On va y aller comme ça. On va noter sévèrement. Noter sévèrement. Libre à vous, bien sûr, de voter ce que vous souhaitez. Donc, c'est parti pour l'analyse de la course par pilote et ensuite par équipe. Mick Schumacher qui part 19ème, termine 17ème. Nikita Mazepin qui part 20ème, qui termine 19ème avec l'abandon de Kimi Raikkonen. D'un point de vue général, très rapidement, je l'ai dit tout à l'heure, As, ce sera tout le temps ça tout au long de la saison. Une voiture qui n'évoluera pas puisque travaille déjà sur la voiture de 2022 en fait. Donc globalement, ils investissent en rien sur la voiture de cette saison, ils se prennent pas la tête avec la voiture de cette saison. C'est un peu ça l'idée. Ça restera un caca jusqu'au 23e Grand Prix au mois de décembre à Abu Dhabi, si je me trompe pas. En dehors de ça, Mick Schumacher, bah, il s'est battu comme il a pu. Il termine devant la Williams de Nicolas Latifi et son teammate donc. Euh, En sachant que la Williams, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle progresse pas mal. On va parler d'elle dans quelques secondes, mais il a mené d'ailleurs une petite bataille avec Nicolas Latifi qu'il a fini par remporter. Donc il se bat comme il peut, il n'y a pas eu d'erreur de pilotage ni de Nicolas Latifi ni de Nikita Mazepin sur tous les tours, alors que depuis le début de saison en course il y a généralement des têtes à queue ou Nikita Mazepin qui part littéralement dans le mur après 2 virages dès son premier Grand Prix par exemple. Pour le coup ils sont parvenus à terminer la course tous les deux sur leurs 4 roues et pas à 18 tours de tous les autres, même s'ils ont pris quelques tours de retard, 2 tours de retard. Les deux pilotes As et Nicolas Latifi. Dans le cas de Nikita Mazepin, c'est incroyable de voir à quel point ce garçon, c'est pas parce qu'il est russe que je dis ça, mais il a un peu une attitude de russe quand même. C'est qu'il débute en F1, c'est un fait, mais il a cette réputation-là d'être, comment je peux dire ça, rustre un peu, d'être absolument pas lisse, et dans son pilotage ça se remarque, ne serait-ce qu'en qualification aux essais libres, etc. Là en course c'était pas si pire. Je suis pas russe, moi je suis tranquille. Puis dans mon pilotage, je suis bien plus dégueulasse que lui, ça c'est une certitude. Et en dehors de ça, là encore une fois, il a pas fait d'erreur pendant cette course. En termes de pilotage, pardon, j'ai du mal, je suis en train de digérer, c'est un enfer. Le micro bug un peu, ok. Je vais le redémarrer alors. Ok, on m'entend. Tu me diras si là il bug encore ou pas. Un, deux. Ok, c'est incroyable ça. Désolé.
faut tout le temps qu'il m'arrive des dingueries, hein. Je suis abonné à ça. Moi, j'attire une poisse permanente en fait. Malchance. Et qui me court après depuis que je suis né. Ok, là la musique est revenue. Oh, vous l'avez pas. Ah si, ça y est. Parce qu'elle est pas forte. Ça monte un tout petit peu, puis je vais continuer de parler très rapidement de Nikita Mazepin, surtout en terminer sur lui. Donc je disais, son pilotage n'était pas si pire en tant que tel sur ce Grand Prix, il n'a pas fait d'erreur en tant que tel, pas de tête à queue, etc. Pas de réel accrochage, sauf au moment où Sergio Perez essaie de lui prendre un tour, puisque Sergio Perez s'est retrouvé premier de la course pendant un certain temps avec son pit stop qui est arrivé en fin de course. Il est parvenu à bloquer, comment dire, à bloquer Sergio Perez au lieu de lui laisser la place de passer, puisqu'il est retardataire, il se doit de se décaler et de ralentir pour laisser passer le leader, bien sûr. Ça lui coûtera 5 secondes de pénalité, ce qui change pas grand chose à sa position puisqu'il était déjà bon dernier. Si ce n'est qu'encore une fois, ça vient rajouter sur ses épaules comment ça vient rajouter davantage de crédit à la réputation qu'il a, à savoir que je dirais pas qu'il a aucun respect, mais il est con un peu, en fait, de façon générale. Il y a quelqu'un qui a mis 5. Ouais, écoute, n'hésite pas à t'exprimer. Celui qui a mis 5, si t'as des arguments. Si t'as pas d'arguments, bah tais-toi. Et puis écoute la vedette. Du coup, c'est ça, quoi. C'est ça. C'est juste 1-0 Monaco. Ok. Ils sont sur un rush. Hein. On fait une petite parenthèse foot vite fait. Ils sont sur un rush, on le sait. On le sait. Monaco ça va passer au-dessus de Paris au minimum. C'est à ça que ça va ressembler. Le débrief du match? Ouais, on pourrait faire ça. Après. On pourrait faire ça après. Ah ouais? Ok. Ok. Ou alors écris-les dans le chat puis je te lis rapidement. Je continue notre tour d'horizon sur les pilotes. Enfin, sur la performance des pilotes en course bien sûr. C'est ça, hein. J'ai conclu plus ou moins. Ok, ok, pas de soucis, pas de soucis. C'est ça, il a cette attitude-là qui est un peu agaçante, et malheureusement, ça rajoute, comme je disais, à une mauvaise réputation qu'il avait un peu en F2 et qui va garder, voire accentuer en F1. En plus de ça, il a la pire voiture du plateau, pour moi, je pense la plus inconduisible, si ça se dit. Donc ça va pas aider non plus à ce qu'il performe, etc. Et à ce qu'il montre autre chose, si ce n'est des idioties de ce genre-là quand le leader de la course essaie de le dépasser, quoi. En plus, c'est ridicule comme mouvement, et encore une fois, ça lui coûte 5.5 places de pénalité. Et puis attention, parce que les pilotes de F1 ont des permis à points comme vous, là, ceux qui ont permis. Et selon les infractions qu'ils commettent, ils perdent des points sur leur permis, et à un moment donné, à force d'accumuler, ben, ça leur fait, comment dire, ça leur coûte un grand prix de suspension. C'est pas encore arrivé jusqu'à maintenant, mais attention quoi. Attention. Next, Williams. Donc George Russell qui s'était qualifié à la porte de la Q3 en 11ème position avec sa Williams. Pardon, j'ai arrivé. Termine 16ème. Nicolas Latifi qui se qualifie 18ème et qui termine à cette même place, donc 18ème. Je vais recommencer comme j'ai fait avec As, à parler d'abord du général de l'équipe en elle-même. Je pensais qu'en course ça pourrait tenir éventuellement, notamment George Russell et sa 11ème place, voire peut-être aller enfin chercher le point de la 10ème place. Malheureusement, on le voit avec les résultats finaux, peut-être aussi dû aux stratégies qui étaient peut-être pas les plus optimales pour tous les deux. Mais en fin de compte, elles ont dégringolé au classement. Enfin, il a dégringolé au classement, George Russell. Pas de points à l'arrivée. Le constat, c'est que
C'est une voiture capricieuse, la Williams on sait, c'est quasiment la plus capricieuse. Ils l'ont annoncé qu'il n'y a que sur quelques circuits dans la saison aussi où, dû aux spécificités de leur voiture, ils seront capables de performer sur certains circuits, pardon, et pas sur la plupart, d'une certaine manière donc. Là pour le coup, le rythme de course de la Williams de ce fait, il était nulle part. Et ça donne ce qu'on voit là. C'est dommage. Parce qu'encore une fois, on sent depuis les essais de pré-saison, sur les premières courses, pardon, que la Williams a progressé. À Imola, il y a 2 semaines, quand George Russell a son accrochage, il se bagarre pour la P10, P9 avec une Mercedes, avec Valtteri Bottas. Faut le noter ça. Les conditions étaient ce qu'elles étaient, avec la piste humide, etc., qui s'assèche et tout, mais ça n'empêche pas qu'elle performait. Je continue de croire malgré tout, on verra la suite, notamment à Barcelone le week-end prochain, sur Discord entre autres. Mais au fil de la saison, je me permets de penser que la Williams va marquer au moins un point cette saison. À l'heure actuelle, si la Williams marque un point, Williams passerait devant As et Alfa Romeo qui sont à 0, il semble. Je vais vérifier, parce que là je m'avance. Ouais, c'est ça. À l'heure actuelle, les Williams, bah d'ailleurs on le voit sur le côté de ma tronche, que Alfa Romeo, Williams et As n'ont marqué aucun point pour l'instant. Alfa Romeo a perdu, il me semble, ses quelques points à Imola au profit d'Aston Martin, etc. Si je ne me trompe pas. D'ailleurs, on va y revenir. Merci Pogomod pour ton follow, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, puis n'hésite pas à t'exprimer dans le chat si tu veux parler de F1, etc. T'es le bienvenu, puis si tu veux tout simplement écouter, ben, c'est la même chose. Écoute la vedette te raconter des histoires. Je rappelle que moi je parle de F1, je parle pas de façon technique parce que même si j'ai des connaissances techniques, elles sont pas approfondies. C'est basique et puis on est là pour échanger, etc. Vous aussi échanger vos avis éventuellement, bien entendu. Donc pour en finir très rapidement avec Williams, comme je disais, j'espère qu'ils vont marquer leur au moins un point dans la saison et j'y crois fortement. Parce qu'encore une fois, ils ont vraiment progressé. Sur cette saison, ils ont clairement progressé. Même si la saison dernière aussi, mais ils ont frôlé la saison dernière, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ils ont frôlé la P10. Au Mugello notamment, il me semble que George Russell finit P11. Ça s'est pas fait pour quelques détails ou etc. ou stratégie. Là malheureusement, encore une fois, le rythme en course, il n'était pas là aujourd'hui. Il y a des circuits comme ils l'ont annoncé où ça va être le cas et c'est à ce moment-là qu'il va falloir optimiser pour aller chercher un, voire pourquoi pas des points aussi. Selon comment Alfa Romeo va progresser aussi dans la saison, As encore une fois ça va rester pour moi As ça va rester au néant donc Williams clairement va finir au minimum 9ème au championnat et là actuellement ils peuvent très bien même finir 8ème et c'est important quoi qu'il en soit de grappiller ne serait-ce qu'une place au championnat parce que malgré tout il me semble si je me souviens bien qu'il y a toujours la répartition comment je fais ça, des cash prizes en quelque sorte selon le classement et donc let's go quoi, c'est toujours bon à prendre de la monnaie quoi hein, globalement. Du coup, voilà pour Williams. Pas de rythme en course, c'est bien dommage. George Russell qui passe pas loin de la Q3. Ça sent bon quand même. Alfa Romeo. Kimi Raikkonen par P15 termine, abandonne au deuxième tour. Antonio Giovinazzi par 12ème et termine donc à cette même place. Dans le cas de Kimi Raikkonen, encore une fois, il a je peux dire ça, il a très bien dit lui-même globalement quoi, en interview que par rapport au contact qui s'est passé justement avec son teammate au deuxième tour, puis on l'a clairement vu sur les handboards etc. C'est une erreur de jugement de lui-même en fait. Je pense qu'il cherche à prendre un peu l'aspi et je sais pas pourquoi il est toujours collé à la roue arrière gauche d'Antonio Giovinazzi quand il s'en rapproche et ça donne ce que ça donne, il casse son aileron avant sur la voiture de son coéquipier et c'est l'abandon.
D'ailleurs, je pense que le train avant a été clairement touché, hein, la direction. Et puis dans tous les cas, il avait l'aileron coincé pas mal sous la roue avant gauche, ce qui faisait qu'il était en train de faire du skate jusqu'au bout du bac à gravier. Dans le cas d'Antonio Giovinazzi, j'ai pas tant d'avis sur sa course, à part qu'il fait P12, enfin il part P12, il finit P12, donc il a fait une course un peu plus banale, j'ai envie de dire. Alors, après, on n'en a rien vu à la réalisation, etc. J'ai pas vu s'il avait vraiment bataillé, etc. ou si c'était rien passé dans son cas, mais bon. De façon générale, pour Alfa Romeo, ça fait un 0 pointé en termes de points aujourd'hui. C'est pas génial. Maintenant, bon. Je trouve malgré tout, sur la qualification, ils font quoi? Ouais, qualification 15 et 12. Il n'y a pas de réelle progression du côté d'Alfa Romeo par rapport à l'an dernier. C'était à peu près ça les positions, hein, il me semble, la saison dernière. Et puis sur les deux premières courses, c'était pareil. C'était en bataille avec parfois avec Williams, parfois avec Haas. Donc c'est pas, puis c'est clairement pas formidable puisqu'ils prennent pas le moindre point. Ils sont, comme je le disais, à 0 avec Williams et Haas. Aïe 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 quoi. Aïe aïe aïe. Après il y a le changement de règlement la saison prochaine et tout. Les choses peuvent changer, mais pour cette saison là, je pense que ça va stagner un peu de leur côté. C'est très dommage quoi. Très dommage. C'est une grosse chute d'ailleurs entre 2019 et 2020-2021 chez Alfa Romeo. Aston Martin. Sébastien Vettel donc, qui a fait sa meilleure qualification depuis qu'il est chez Aston Martin, donc en 3 Grands Prix, parvenant à se hisser en Q3. 10ème place, il termine 13ème. Lance Stroll qui a lui à l'inverse raté complètement sa qualification 17ème et qui termine à la 14ème place, donc 0 pointé en termes de points aussi pour Aston Martin. C'est la déception quand même du début de saison Aston Martin, anciennement Racing Point. Quand on se souvient que Racing Point l'an dernier jouait parfois des top 3, la Mercedes Rose comme on l'appelait là, qui a fait beaucoup grincer les dents. Et peut-être qu'aujourd'hui ils se sont un peu plus détachés de ce simili Mercedes, même si bon, ça reste. Je pense que malgré tout, le partenariat est là quand même, quoi, mais ça fonctionne pas actuellement. D'un point de vue des pilotes, comme je disais, Sébastien Vettel va enfin chercher une Q3. Il a fait une bien meilleure qualif que Lance Stroll. Il finit devant lui sur cette course aussi. Donc il apprend aussi avec sa voiture, comme je le disais avec Sergio Perez ou Daniel Ricciardo, etc. Comme on va en reparler d'eux aussi après de toute façon. C'était une course propre dans l'ensemble pour Sébastien Vettel. C'est dommage qu'il rate les points parce que lui est toujours à 0 pointé au championnat pendant que pendant que Lance Stroll est à 5 points. C'est lui qui a marqué les seuls 5 points pour l'instant pour Aston Martin au championnat, ce qui font qu'ils sont 7ème. Du côté de Lance, donc parti 17ème, termine 14ème, bah, il a fait une course un peu dans l'anonymat aussi, hein, on les a très peu vus il me semble à la réalisation, qui était très focus comme d'habitude, vous me direz sur Mercedes Red Bull, quoi, ce qui est un peu logique, c'est là où il se passe un peu de choses, même si on a vu aussi les Alpines etc batailler, mais les Aston on en a rien vu, c'est une déception, ça continue à être une déception, et puis à voir s'il y a du changement, notamment ici Barcelone, etc. de leur côté. C'est un peu dommage. Moi qui aime le vert là, j'ai envie de les encourager et espérons qu'il y aura du mieux quoi pour la suite, bien entendu. Alpha Tauri. Yuki Tsunoda qui part 14ème, qui termine 15ème. Pierre Gasly qui part 9ème et qui termine 10ème. Alpha Tauri, ça n'a pas été très performant hein, sur ce week-end au final. Alors qu'ils nous ont montré des bien belles choses, que ce soit aux essais hivernaux ou à Bahreïn, etc. Enfin, des belles choses en qualification, parce qu'en course, ils parviennent toujours pas réellement à concrétiser ces choses-là. Pierre Gasly qui marque le seul point pour l'équipe, donc ce week-end. C'est
J'ai pas de mots vraiment, je suis en train de chercher mes mots. Parce que eux non plus, on les a pas réellement vus au final. Il y a eu une petite erreur à un moment donné, mais c'est un détail de Yuki Tsunoda au virage 2, il me semble. Quand Valtteri Bottas arrive dessus. En dehors de ça, on les a très peu vus. C'est bien dommage. Je pense qu'à Barcelone, ça devrait être différent dans leur cas. Encore une fois, je pense qu'ils ont une voiture performante. Euh, il faut qu'ils arrivent à. C'est tout le temps pareil, hein, c'est pareil pour toutes les équipes, mais mettre bout à bout le week-end au complet. Là, c'est le rythme en course qui était pas là non plus au final. C'est bien dommage. Mais je pense qu'ils vont encore marquer de gros points. Et encore une fois, à Barcelone, ça devrait être différent dans leur cas. J'ai pas plus de choses à dire à côté. Les Alpines, il y a un peu plus à dire parce qu'ils ont connu un week-end quand même assez intéressant au final. Esteban Ocon qui se qualifie 6ème, se qualifie très bien, belle qualif 6ème, termine 7ème, Fernando Alonso qui part 13ème et qui finit dans les points à la 8ème place. On les a beaucoup vus en fin de course, ramasser notamment Carlos Sainz, Daniel Ricciardo il me semble. L'Alpine a beaucoup progressé ce week-end. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il semblerait qu'ils aient apporté beaucoup d'évolution sur la voiture et qui paye en soi. Ce qui est bien, en plus d'être belle, si elle peut être performante, c'est encore mieux. Et puis c'est quand même l'équipe française quoi en F1, donc let's go, let's go. En dehors de ça, que dire, bah, des belles batailles. Hein. Il me semble que Esteban se bataille, bah, on le voit clairement mener une bataille au départ avec Charles Leclerc, il me semble. Des très beaux dépassements de leur part. Il y a eu celui sur Daniel Ricciardo aussi qui était pas mal, il me semble. Voilà, puis Fernando Alonso qui rentre dans les points. Il me semble que Fernando Alonso, c'est peut-être ses premiers points. On les voit là sur le côté, mais bon, tant que ça défile. Tant que ça défile, on n'est pas couché. Regardez ça là, vite fait, moi de mon côté. Hop là. Fernando. 5 points. Ah non, ok, il y avait marqué des points auparavant aussi. Ok, je suis mauvaise langue. Ça devait être à Imola qui marque des points. Ah oui, c'est vrai, avec la avec la pénalité Kimi Raikkonen reçoit, je crois, et puis peut-être une Aston, j'ai un doute. Dans tous les cas. Au final, à l'heure actuelle, Alpine se retrouve 5ème au championnat constructeur avec 13 points. AlphaTauri qui a 9 points derrière et Ferrari qui est un petit peu plus loin devant avec 42 points. C'est le décrochage entre la 4, la 5ème place et le reste. Au global, donc Alpine qui fait un bon week-end, la voiture a progressé, c'est très intéressant. Level up pour Jolinx, GG Jolinx. À concrétiser, à renouveler à Barcelone. On va bien voir s'il en sera. En tout cas, j'étais très étonné, en tout cas, de la progression. Aux essais libres, déjà, on sentait qu'il y avait de la performance, même si les essais libres, encore une fois, comme je l'ai dit au début, il faut en prendre et en laisser. C'est un petit peu je vais faire ça. C'est un petit peu la foire entre comment dire, les programmes menés par chaque équipe qui sont totalement différents, etc. Le fait qu'il y ait moins de temps par séance d'essai, etc. Mais tout au long du week-end, au final, on a vu qu'elle avait nettement progressé et ça donne les deux voitures dans les points, ce qui est plutôt une bonne chose. Ce qui leur fait prendre quelques points au final. Quand même pas mal de points dans l'ensemble. Great job. Great job Alpine. Ferrari. Ferrari. Charles Leclerc qui part 8ème, qui finit 6ème. Carlos Sainz qui part 5ème et qui finit 11ème. Alors, on a moyennement vu leur course à eux, à part au départ où on les a plutôt pas mal vus. Hein. Carlos Sainz qui passe Sergio Perez en difficulté avec sa Red Bull au départ. Charles Leclerc en bataille avec Esteban Ocon aussi au départ. Leclerc qui termine avec 2 positions de gagné au final. Une bonne chose, hein, il marque quelques points de plus pour Ferrari. Dans le cas de Sainz, comme on l'entend dire, puis comme on a pu le constater aussi, ma foi, à Imola et à Bahreïn,
jusqu'à ce week-end, en tout cas jusqu'à cette course d'aujourd'hui, c'était le pilote qui s'était le mieux adapté à sa nouvelle voiture et qui avait su en tirer, je dirais pas son plein potentiel, mais bonne partie en tout cas, et a joué Charles Leclerc, puisqu'il l'a battu aussi en qualification. C'est pas donné à tout le monde de battre tous les jours Charles Leclerc en qualification. Lui, il l'a fait. Par contre, en course, clairement, son rythme, ça a pas été ça. Les pit stops, je me souviens plus comment ils se sont déroulés. Il me semble qu'ils se sont bien déroulés chez Ferrari, les pit stops. Il semblerait n'être clairement, dans tous les cas, quoi que ce soit son rythme en course, peut-être combiné à la stratégie, mais son rythme en course n'était pas là pour qu'il finisse hors des points. On l'a vu dégringoler d'ailleurs en fin de course face à Daniel Ricciardo et Esteban Ocon, je crois. Peut-être Fernando Alonso aussi, j'ai un doute. En tout cas, quelques points pris par Ferrari, ils sont 4ème au championnat donc avec 42 points, 11 points derrière McLaren. Pour l'instant, ça ressemble même pas à ce qu'on voyait la saison dernière à ce niveau-là, quoi. Enfin, je veux dire. Enfin, non, Ferrari finit 6 ou 7, je dis n'importe quoi. N'importe quoi. Excusez-moi. C'est quand même une bonne progression de la Ferrari au final, c'est plutôt ça qu'il faut noter. Puisque Ferrari, l'an dernier, jouait quasiment des P15 à chaque week-end. Voilà, voilà. Pour Carlos, ben, c'est pareil que pour les autres, il faut un temps d'adaptation à la nouvelle voiture. Je pense qu'il faut pas trop le griller, enfin, faut pas le griller trop vite et tout, quoi. Ils ont vraiment besoin de temps. De mon point de vue à moi, ils ont tous besoin d'un peu de temps pour se faire à leur nouvelle voiture, plus le fait que le règlement technique a quelque peu changé avec le train arrière des voitures qui est plus capricieux de ce fait, etc. À voir. À voir pour la suite. Et ça donne une bataille fort intéressante, se dit en passant, surtout si Alpine vient s'y joindre, ça peut être fort intéressant. McLaren donc, Lando Norris qui part 7ème, qui termine 5ème, Daniel Ricciardo qui part 16ème et qui finit dans les points 9ème. Lando Norris. Lando Norris, ça fait 3 courses donc cette saison. Il n'a pas fini la course en dessous de la 5ème place. Il fait 3. Il fait 3 à Imola, je pense. Il doit faire 4 à. Regardez. Attends, je suis bête. Hein. Je suis bête. Faire ça. Ouais, c'est ça. Il fait 3 à Imola et il fait. Pour être sûr de mes propos, il fait 4. 3 à Imola, 4 à Bahreïn et 5 donc au Portugal. Plutôt pas mal le Lando. Hein. Et on sait, hein, c'est quelqu'un de. C'est quelqu'un de très régulier. Très fort aussi. Connaît bien sa voiture en soi. Un peu plus de points de prix, donc en étant parti 7ème, fini 5ème, c'est cool, hein, ça leur conforte pour l'instant la 3ème place au constructeur, pardon. Donc bonne perf de Lando, toujours sur sa continuité. Dans le cas d'Daniel Ricciardo, c'était une qualification complètement ratée, ça on est tous d'accord pour dire ça. Encore une fois, lui aussi, à la fois il découvre sa voiture. Puis d'ailleurs, il faut se souvenir, hein, pour ceux qui ont vu les séries sur Netflix, que Daniel Ricciardo, quand il est passé de la Red Bull à la Renault, il disait faut tout réapprendre, les pédales, etc., le volant, la voiture en général, quoi, faut apprendre à la connaître, etc. C'est de la Renault à la Red Bull, c'était quelque chose de différent, et forcément de la McLaren à la Renault, c'est aussi tout autant différent. Donc il part 16ème, il finit 9ème, c'est plutôt une bonne perf, ça fait quelques points de prix. Je trouve qu'il a quand même, malgré tout, comme à Imola, etc. Mais encore une fois, c'est dû à ce que j'ai dit précédemment. Il a un peu disparu en course, quoi. Au final, mais ça va venir. Je me fais pas de soucis là-dessus. Hein. Dans tous les cas, Daniel, c'est un pilote très expérimenté et un très bon pilote. Je doute pas qu'il va finir par se rapprocher à la fois en qualification et en course de Lando Norris dans le prochain week-end. Au final, des bons points de prix, par les deux pilotes au constructeur, ça fait McLaren à 53 points, 30 points derrière Red Bull. Et sur la 3ème marche du podium. C'est plutôt pas mal. Sur la place qu'ils ont occupée à la fin de la saison dernière, si je me Red Bull. Max Verstappen qui partait 3ème termine 2ème. Sergio Perez qui partait 4ème et qui finit 4ème. Dans le cas de Max,
Je me remémore un peu aussi la course. Max dans le rythme quand même dans le rythme des deux Mercedes premier tour. Euh, il passe Lewis Hamilton, je sais plus, bah, à la relance au tour 7, en fait, premier virage. Ça tient. Comme je le disais tout à l'heure, malheureusement Max, ça tombe sous le sens quand tu essaies de te battre pour gagner une position, de suivre la voiture qui te précède pour finir par l'attaquer tôt ou la pousser à la faute. Le problème, c'est que les pneus Pirelli, etc. Euh, et puis la voiture en général, quand vous suivez une F1, quoi, quand une F1 suit une autre, il y a de la dégradation, enfin de la surchauffe, à la fois mécanique et pneumatique. Et on l'a très bien vu quand Lewis Hamilton repasse Max, comme je le disais, donc à la fin du tour, justement là où à la fin de la course d'ailleurs ne va pas remporter le point du meilleur tour. Dans ce même virage, il perd le train arrière, et forcément derrière il y a la ligne droite avec le DRS ouvert, point d'exclamation DRS, je sais pas si ça marche, non ça marche pas, j'ai changé, ils sont pas disponibles. Ceux qui connaissent pas le DRS, ce sera dans les lives de la semaine sur Eurotruck, etc. Il perd le train arrière, forcément sur la zone de DRS, il se fait avaler par Lewis Hamilton. Au final, avec les stratégies pit stop, etc., justement, après un pit stop de Valtteri Bottas, il le jump très rapidement après quelques virages. Il en profite justement que ses pneus soient pas en température, ils soient pas prêts pour la performance, les pneus de Valtteri, pour le passer et s'en débarrasser. S'en débarrasser. Pardon, globalement, pour récupérer la deuxième place. Dans l'ensemble, c'est une course propre de Max. Je pense pas que c'était très compliqué de jouer les Mercedes. Étonnamment, ce week-end, on pensait que la Red Bull allait dominer la chose. Ça n'a pas été le cas. Dans le cas de Sergio Perez, il rate, entre guillemets, perd une place au départ au profit de Carlos Sainz, peut-être deux, un doute. Et une à coup sûr au profit de Carlos Sainz. Il la récupère, il me semble, relativement vite, si je me trompe pas. Euh, euh, il est pas encore dans le coup, en termes de rythme de course, il est pas encore dans le coup par rapport à Max, mais on l'a vu avec Pierre Gasly, avec Alexander Albon. La Red Bull elle est pas facile, puis encore une fois, comme certains autres pilotes comme Daniel Ricciardo, Sébastien Vettel, etc., Sergio Perez découvre une Red Bull qui est réputée donc difficile à conduire. Pour l'instant, il n'est pas dans le rythme en course, cependant, en qualification, il commence à être pas mal dans le coup. Là, il se qualifie P4, comme on voit là, ouais, juste derrière Max. Ce que veut Red Bull globalement, c'est que Sergio Perez soit aussi un bon lieutenant pour aller chercher des gros points pour le championnat constructeur et un bon lieutenant pour aider Max dans la bataille face aux Mercedes. Il remplit une part du contrat, je trouve, de plus en plus Sergio Perez, c'est-à-dire d'aller chercher les gros points. En tout cas, sur ce week-end, il a rempli une partie de son contrat. La quatrième place, il récupère une quinzaine de points, il me semble. Quelque chose comme ça. J'avais jamais regardé les chiffres en tête, c'est terrible. Ça donne Red Bull à 83 points contre Mercedes à 101. Ça fait petite 25 de points, un peu moins d'écart. C'est plutôt pas mal, hein. Ça peut se combler vite en cas de soucis chez Mercedes ou quoi, ma foi. Donc bon, faut que ça continue comme ça du côté de Sergio Perez. Et surtout, s'il va lui être demandé, on le sait très bien. Le problème, c'est que chez Red Bull, l'impatience, c'est assez fort, hein. Ce sont des gens, ils veulent tout de suite, quoi. Globalement, c'est très bien. On l'a vu avec Pierre, ça a été très vite. Alex Albon, on lui a donné une saison plus que Pierre déjà, et on a vu ce que ça a donné aussi. Sergio, il est expérimenté, ils le savent. Et je me fais pas réellement de soucis quant à l'idée qu'ils finissent par trouver un rythme de course semblable, proche de celui de Max, et qu'ils finissent par être le lieutenant aux côtés de Max que Red Bull cherche depuis 3-4 saisons. Euh, En dehors de ça, enfin, sur la performance de cette course, il part quatrième, il termine quatrième, voilà. Encore une fois, il prend des bons, etc. Pour Red Bull, ça fait des bons points de prix, pardon. Great job, guys. Great job, guys. On conclut avec Mercedes.
Lewis Hamilton qui se qualifie deuxième, donc à 7 millièmes de seconde de Valtteri Bottas, et qui termine premier. Valtteri Bottas, lui, part premier, termine troisième. Quand même une autre perf, encore une fois, pour un Valtteri qui est à la fois rarement chanceux et qui se fait régulièrement dans les bronches avec des propos tels qu'il bah, est clairement pas à la hauteur de Lewis, etc. Et puis qu'il le jouera jamais. Mais malheureusement, ce genre de performance comme aujourd'hui, ça rajoute à ça, en fait. Ça rajoute du crédit à ça d'une certaine manière. Il n'a pas existé dans sa bataille avec Lewis au premier virage. Après, le DRS, c'est quand même quelque chose d'assez important, etc. Mais bon, il n'a pas réussi à le tenir bien longtemps, quoi, globalement. Par premier, il finit troisième, c'est quand même bien dommage. Il récupère quand même le point du meilleur tour, mais mentalement pour lui, c'est pas forcément évident. Hein. Il doit commencer à se demander comment il va finir par réussir à battre tôt ou tard Lewis Hamilton à régulière, parce que je vais être un peu méchant avec lui, mais le nombre de fois où il a été capable de battre Lewis, c'est parce que généralement, Lewis, lui, de son côté, il a subi quelques pépins divers, quoi, en quelque sorte, ou pris des pénalités, etc. Donc il n'y a pas eu la réelle opposition de force avec Lewis sur laquelle Valtteri est gagné. Par contre, à l'inverse, dès que Lewis prend le dessus sur Valtteri, il est éteint. Du point de vue Mercedes, que dire, encore un doublé. P3, des gros points pris, ils se savent sous pression avec Red Bull, mais c'est une machine qui est difficile à dérégler, Mercedes. Hein. Quand on les voyait aux essais hivernaux, Lewis Hamilton qui part en tête à queue dans le bac à gravier, qui râle bien sûr comme d'habitude. Valtteri Bottas qui semblait pas plus à l'aise, etc. Une voiture qui était assez à la rue quand même aux essais hivernaux. Ils arrivent à Bahreïn et puis ils jouent Red Bull, quoi. Ils bataillent avec Red Bull pour la première place. Il se passe ce qui se passe à Bahreïn. Ils gagnent de justesse, Lewis. À Imola, Verstappen gagne, mais Lewis lui livre aussi une sacrée bataille. Et de Valtteri, il se passe autre chose avec George Russell, c'est pour ceux qui se souviennent. Mais bon, là on arrive au Portugal, on pense que Red Bull euh, clairement va être dans le coup, voire comment dire, c'est un week-end de victoire, quoi. C'est un week-end à Red Bull et au final, en qualification, Mercedes leur met quand même une certaine claque, il me semble. On va aller revoir ça. Hop. Se mettre là. Ouais, à peu près presque 4 dixièmes sur Max Verstappen. Une demi-seconde sur Sergio Perez. Ouais, c'est une claque. C'est relatif quoi, mais malgré tout, on pensait Enfin, moi personnellement, j'aurais pensé que ça se serait joué à une histoire de millième ou de centième, comme ça avait été le cas, je crois, à Bahreïn et à Imola. Et au final, quelques dixièmes, c'est peu, mais ça commence à faire beaucoup en même temps, quoi. Donc c'était assez surprenant. Maintenant, félicitations malgré toi Mercedes, hein. Encore une fois, c'est une machine, hein. Ils sont multiples champions du monde. 7 fois d'affilée, je crois, en tant que constructeur, il me semble. Quelque chose comme ça. J'ai très mauvaise mémoire. Et bref. C'est incroyable de voir comment ils ont retrouvé de la performance, etc. Comment ils ont réussi à retravailler une voiture capricieuse aux essais hivernaux pour en faire ce qu'elle est maintenant. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on l'a encore vu ce week-end malgré tout. Il y a matière à ce que ce soit long pour Lewis Hamilton cette saison. Si Max Verstappen parvient à encore performer comme il le fait, et puis bien sûr, c'est toujours une question de fiabilité, etc. Donc, croisez les doigts avec le moteur Honda. Bien entendu. On va se regarder très rapidement le classement pilote. Même si vous le voyez sur le côté de ma tête. Euh, Hop là.
Classement pilote avec Lewis Hamilton premier, 69 points. 8 points derrière, Max Verstappen, 61 points. Lando Norris toujours troisième avec 37 points. Valtteri Bottas, 32 points, 4ème. Charles Leclerc, 5ème avec 28 points. Sergio Perez, 6ème, qui récupère 2 places, il semble, le classement. Pilote avec 22 points. Daniel Ricciardo, 7ème, 14 points. Esteban Ocon, 8ème. Carlos Sainz, 8ème, qui prend des bons points aussi, 14ème. Esteban Ocon, qui en prend pas mal aussi des points en soi. 9ème avec 8 points. Pierre Gasly 10ème avec 7 points. Lance Stroll 11ème 5 points. Fernando Alonso 12ème 5 points. Yuki Tsunoda 13ème 2 petits points. Et en bas les pilotes à 0 points. Le classement constructeur. Donc avec Mercedes premier 101 points. Deuxième Red Bull 83 points. McLaren 3ème 53 points, Ferrari 4ème 42 points, Alpine 5ème 13 points, Alpha Tauri 6ème 9 points, Aston Martin 7ème 5 points, pardon, Alpine, Alpha Romeo, je vais y arriver, Williams et As à 0 points, tout en bas. Donc très rapidement on va regarder un petit peu comment dire, l'actu entre guillemets de la dernière actu de cette semaine en F1 et puis si ça en vient aussi très rapidement. Très rapidement. Puis on va d'abord voir l'actu en rapport avec la course d'aujourd'hui, puis l'actu qui a eu lieu donc dans la semaine aussi. Donc Kimi Raikkonen, comme je le disais, je me suis trompé. Si je voulais faire ça, voilà. Kimi Raikkonen donc qui a en interview qui a clairement fait savoir que c'était entièrement de sa faute tout simplement quoi. Ah et puis d'accord, ça je savais pas. Donc il dit en fait c'était de ma faute, je vérifiais quelque chose sur le volant, je changeais un réglage, je me suis trompé en sortant du dernier virage, j'ai dû changer à nouveau et j'ai percuté Giovinazzi. Donc c'est clairement ma faute. Alors Antonio Giovinazzi lui qui dit c'est comme ça. C'était vraiment une petite touchette pour être honnête. Je dois parler avec Kimi mais de mon côté j'ai eu un peu de chance. Il n'y a pas grand chose à parler avec Kimi, hein. Comme il l'a dit, il sait très bien qu'il a fait une erreur et puis c'est bien dommage quoi au final, mais bon, c'est pas non plus bien méchant puisque Antonio Giovinazzi a pu poursuivre sa course lui de son côté, même s'il n'est pas rentré dans les points et qu'il a terminé 14ème il me semble, à sa place de départ, quelque chose comme ça. Donc bon voilà du côté d'Alfa Romeo, hein, bien sûr avec le témoignage je dirais de Kimi. Hamilton a un rapide coup d'œil a permis à Verstappen de me doubler. Le Hamilton, vainqueur du Grand Prix du Portugal, affirme qu'un bref regard jeté sur Max Verstappen lors de la relance de la course a permis à Valtteri Bottas, alors leader, de s'échapper. Le pilote Red Bull de surprendre le champion du monde en titre. Ah bon. Naturellement, j'étais concentré sur Valtteri. Pendant une fraction de seconde, j'ai regardé dans mon rétroviseur simplement pour voir où se trouvait Max. Et lors de cette fraction de seconde, Valtteri a accéléré. Ah ouais. Valtteri m'a battu, ce n'était pas génial. Ensuite, j'étais dans son aspiration. Je me suis décalé pour me protéger de Max. Je lui ai donné l'aspiration de Valtteri. Je me suis dit, espèce d'idiot. Après ça, être derrière ces deux-là a créé une lutte serrée dans les premiers relais. Dans le premier relais, pardon. Je pense que c'est ce que les fans veulent voir. Bah ouais, bien sûr. Certainement ce que je veux voir. Ah bon. J'ai vu que Max était parti chercher le meilleur tour et qu'il a obtenu, mais Valtteri a fini par l'avoir à la fin. Ouais, non, c'est pas vraiment ça. Là. Ah si, c'est à peu près ça ce qui s'est passé, mais bon, ouais. Que Max a perdu son remarqué. C'est un gros match entre Mercedes et Red Bull, je pense qu'il est clair que nous devons simplement continuer à nous pousser mutuellement jusqu'à la dernière course.
se, ne se supportera plus à la fin, j'imagine. Du moins, on ne supportera plus de faire la course. Parce qu'il y en a tellement. Bah. S'il raconte le aussi. Perdu. Ok, bon, il y a ça qui vient se greffer en cours de route, je voulais en parler tout à l'heure, hein, l'histoire de la pénalité de Kimi Raikkonen à Imola, qui avait été annoncée au début du week-end ou durant ce week-end, comme quoi Alfa Romeo avait porté réclamation contre la pénalité qui a coûté le ou les quelques points ramassés par Kimi Raikkonen à Imola, au profit d'Esteban Ocon et de Fernando Alonso, je pense. Fernando Alonso sûr. Au final, il y a quelques minutes, on a appris que la FIA, etc., ont décidé de, de ne pas annuler la sanction qui avait été infligée à Kimi Raikkonen à Imola. Voilà. Une sanction qui était jugée absurde, hein, notamment par Alfa Romeo. Justement. Euh, alors, il y avait pris 30 secondes de pénalité, je sais plus pourquoi. Dans le tour précédent, la reprise de la course consécutive au drapeau rouge pour l'accrochage entre Bottas et Russell, Raikkonen est parti à la faute hors piste avant de repartir. Le Finlandais a perdu quelques places, mais n'a toutefois pas, comme les règlements l'y autorisaient. Ah, ça veut rien dire. Le Finlandais a perdu quelques places, mais n'a toutefois pas, comme les règlements l'autorisaient. Puisque le tour en question a été considéré comme un tour de formation. Reprise. Ah, il n'y a pas repris sa place d'origine. Alors la première ligne a s'agit. Il aurait dû en conséquence bifurquer vers la voie des stands au moment de la relance pour laisser passer le peloton. Ah bon, d'accord. Alors solliciter la direction de course pour savoir ce que devait faire Raikkonen. Car pense c'était arrivé trop tard. Ah oui, c'est juste là, c'est le timing de communication qui avait pas plu à Alfa Romeo. C'est assez ambigu quoi, hein, comme situation, mais bon. Ils ont maintenu, tel que tel. Hein. Tel que tel, mais c'est un petit peu ridicule. Ça, quoi, non. C'est assez bordélique avec ces histoires de est-ce qu'on peut reprendre ses positions, blablabla, ligne blanche de la voiture de sécurité, bref. Euh, Helmut Marko qui se plaint sur l'histoire des limites de piste. Pardon. C'est un gros débat en F1, hein, c'est un peu comme les histoires de Guideline Technology ou de VAR au foot. Bien sûr, un pilote de course il veut aller toujours plus vite, mais malheureusement la plupart des circuits aujourd'hui ont 10 km d'asphalte derrière le vibreur, comme on voit sur la photo d'ailleurs. La partie verte qu'on voit, ah, on voit pas mon pointeur, je pensais qu'on voyait mon pointeur. Ah bah là on voit encore mieux la photo, mais la partie verte quoi, globalement, avant le gravier quoi, généralement les pilotes ça ne leur dérange pas, puis on voit clairement les traces de pneus au sol, où les voitures sont quasiment toutes en entier sur le vert, et même elles touchent même plus le vibreur globalement. Donc il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Euh, Il y a beaucoup d'annulations de chrono, comme on le voit là dans l'article par rapport à ça aussi. Il y a eu l'annulation du chrono de Max Verstappen à la fin de cette course aujourd'hui, qui lui valait le point du meilleur tour. Il a été annulé. À juste titre, j'ai envie de dire, puisque sa voiture, ses 4 roues étaient sur la partie verte et non plus sur le vibreur. Même si Max Verstappen lui s'en est plaint aujourd'hui de ça, parce que le problème c'est qu'avec la direction de course, ils en discutent, et puis on nous l'a annoncé aussi pendant les qualifications et les essais libres que ce qui était scruté c'était peut-être 3 ou 4 virages sur le circuit, spécifiquement. Mais apparemment le virage en question où c'est arrivé à Max aujourd'hui par exemple, ils en ont pas parlé. Donc du point de vue de Max, ça aurait pu être... Enfin, je pense qu'il se défend comme ça en disant on n'en a pas parlé, donc c'était autorisé de prendre aussi large à cet endroit-là. Simplement ça l'était pas, mais ils en ont pas discuté. Bref, c'était un très très long débat, et puis Helmut Marko, là, comme beaucoup de monde, ce qu'il préconisait c'était qu'au lieu qu'il y ait cette bande verte là, à l'arrière du vibreur, ben, le fameux bac à gravier, pardon, je suis à parler, le fameux bac à gravier qu'on voit sur le côté de la partie verte, on le ramène au bord du vibreur. Parce que les pilotes, forcément, s'il y a du gravier, ils vont pas aller dedans. Tandis que là, forcément, ils sont tentés d'aller sur cette bande verte, puisqu'elle est roulable. C'est pas du gazon ou autre, hein, c'est juste de la peinture. C'est pas réellement méchant, quoi. Donc voilà. Pour le coup, on donne rarement, je pense, raison à Helmut Marko.
le conseiller de Red Bull, mais sur ce coup-là, il a entièrement raison et beaucoup le disent. Des gens comme Jacques Villeneuve, enfin, des ex-pilotes de F1, etc. Même les pilotes de F1 actuels, il y en a beaucoup qui disent si vous mettez ça, c'est finito quoi. Ils iront plus. Peut-être qu'un jour ils vont y penser. En plus, on voit de plus en plus de circuits où c'est que les échappatoires, c'est que de l'asphalte. À Sochi en Russie, c'est la même chose. C'est un parking. Le Paul Ricard en France, c'est pire que tout. Tu sais même plus où est le circuit parce qu'il y a de l'asphalte à droite, à gauche et tout. C'est un bordel. Enfin bref, c'est un débat interminable au final. Bottas c'était trop lent, Wolf le défend. C'est marqué quoi. Valtteri Bottas ne comprend pas pourquoi il n'est pas parvenu à se maintenir j'ai du mal à dire, dans la bataille pour la victoire à Portimao. Cette journée était délicate, déplorait le pilote Mercedes en sortant de sa voiture. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé dans le premier relais. Je n'avais simplement pas de rythme, pour des raisons inconnues. Nous allons donc étudier ça. Et Valtteri, c'est tout le temps ça, malheureusement. Il retombe tout le temps dans ses travers, j'ai l'impression. Après, je pense que le second relais était relativement bon. Et j'ai eu un petit problème avec un capteur, donc je n'ai pas vraiment pu avoir max. Dans l'ensemble, nous avions un package compétitif aujourd'hui, et je ne sais pas pourquoi il n'a pas fonctionné dans le premier relais. Il faut étudier ça, on a compris. Étudier, chance. Bottas a précisé par la suite, je n'avais simplement pas le rythme, tandis que Lewis et Max avaient le niveau tout au long. Tout du long, pardon. C'est une question de temps avant que je me fasse doubler par Lewis. C'était une question de temps, putain. Que je me fasse doubler par Lewis. Alors Toto Wolff, lui, à Sky Sports, il a dit je pense que ces trois-là, Hamilton, Verstappen, Bottas, étaient dans une autre dimension aujourd'hui. Et Valtteri aurait probablement attaqué Max à la fin si notre unité de puissance ne l'avait pas trahi. Ouais. Même si ça, au son, on avait l'impression que le moteur il retombait. C'est vrai. C'est où que je lisais. Ah ouais, c'est là. Je pense donc qu'il faut le féliciter. Il a bien rebondi vu sa situation il y a 2 semaines avec l'accrochage de... Ah ouais. Tu veux que je lise plus souvent des articles sur la F1, les gars? Ça va te faire aimer la F1 peut-être. Ok, j'en étais là. Wolf a par ailleurs détaillé la résolution du problème technique survenu sur la W12 de Bottas. Nous avons modifié un réglage pour outrepasser un capteur qui disait que la température de l'échappement était trop élevée. Parce que nous n'arrivions pas à l'outrepasser. Le moteur s'était mis en mode protection. Ok. Ok. Ok, donc il y a eu un réel souci sur le moteur de la Mercedes de Valtteri Bottas, qui est unlucky. Ça arrive pas, enfin très rarement à Lewis Hamilton, ce genre de choses. Mais à Valtteri, c'est un peu comme moi avec mes problèmes divers. Ça me tombe tout le temps dessus, mais il y a des gens miches à qui ça arrive pas. Bordel de merde. Bah, tant mieux pour eux, ma foi. Hein. Bref, on change de... C'est pas du tout le sujet, pour le coup. Euh... Sergio Perez est le pilote du jour au Portugal. Surpris au départ par Carlos Sainz, Sergio Perez a repris l'avantage sur l'Espagnol au moment de la relance, mais pas très longtemps, puisque c'est ensuite qu'il a subtilisé la 4ème place. Passer derrière le Britannique, c'est finalement à la faveur d'une stratégie... Ah ok, c'est stratégiquement qu'il a passé les deux. Avec un long relais, il a repris son bien, effectivement. Je pensais qu'il l'avait passé en plus, Carlos Sainz. Red Bull tentant même de gêner un peu Lewis Hamilton sans succès. C'était la bonne stratégie. C'est ce que j'ai pensé quand j'ai vu Sergio Perez premier pendant un certain temps, puisqu'il a fait son pit stop très très tard. Je me suis dit peut-être que Red Bull va servir de Sergio Perez pour bouchonner Lewis pour laisser remonter Max. Et bon, les pneus de Sergio étaient, je pense, complètement décédés quand il est rentré au pit. Malgré que Lewis était à peu près à 3 secondes, grâce au génie russe Nikita Mazepin. Finalement, ça s'est pas fait comme ça aurait pu se faire. Bref. J'en étais là. Le Mexicain a finalement été arrêté à 10 tours de la fin sur cette médium très usée. Tu m'étonnes, il a fait plus de 50 tours. Enfin, à peu près 50 tours. Et a terminé la course en ouvrant le bal des pilotes de pointe, partis à la pêche au meilleur tour.
Là aussi sans réussite. Mais il l'a obtenu, mais forcément, comme Valtteri et Max Verstappen se sont arrêtés après, ils avaient plus de chances d'aller chercher le meilleur tour avec une voiture plus légère et des pneus plus frais que Sergio. Mais c'était bien tenté. Hein. C'était gratuit là, il était safe par rapport à Lando Norris 4ème, 5ème ouais, donc ça se tentait. Il a fait une belle course, Sergio Perez au final. Encore une fois, il part 4ème, il finit 4ème. Avec des bons points pour Red Bull. Il a presque pu jouer son rôle de lieutenant. C'est vrai que tout à l'heure j'en ai pas parlé, mais par rapport au fait qu'il a été premier pendant un certain temps, dans l'idée qu'il aurait pu bouchonner Lewis Hamilton, c'était là où son rôle de lieutenant pour Max aurait bien joué, mais ça s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Euh... Ah, putain, Max qui a réagi. Enfin, il avait déjà réagi juste à la fin de la course par rapport à ça. D'ailleurs, il a appris il a appris son meilleur tour, donc le point du meilleur tour qui lui était attribué, alors que en entrevue, juste en sortant de la voiture, il était lui-même en train de dire en plus aujourd'hui je récupère le point du meilleur tour, puis Paul Di Resta, ancien pilote Force India notamment, bref, il a dit ben non en fait tu l'as perdu Coco parce que t'as enfreint les limites de la piste à la fin de ton tour. Euh, donc Max qui réagit par c'est un résultat confortable, c'est pas faux. J'ai pris un bon départ et j'essaie de mettre la pression sur Valtteri. En fin de compte, je pense que nous avons simplement manqué de rythme, donc Lewis m'est passé devant. Et il y a aussi la surchauffe de tes pneus, à mon sens. Mais... la mise en température de ces pneus est très difficile. Je pense qu'une fois que l'on s'est installé en deuxième position, on pouvait clairement voir que l'on manquait de rythme par rapport au Mercedes. Peut-être, ouais. Et quand même, on est deuxième avec le meilleur temps dans le dernier tour. Ben non, tu l'avais pu. C'est ça. Voilà, sauf que le meilleur tour de Verstappen n'a tenu que quelques secondes. Son temps de 1:19.849 a été effacé par la direction de course car le néerlandais est allé au-delà des limites de la piste au virage 14, offrant ainsi le point du meilleur tour à Valtteri Bottas, son deuxième de cette saison. Lorsque le pilote Red Bull a été informé de la décision de la direction de course, Verstappen a lancé laconiquement "Elle est bien bonne". C'est un peu étrange parce que les commissaires ne vérifiaient pas les limites de la piste au virage 14, mais bon, peu importe. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un peu ridicule, hein, cette façon de communiquer, de dire on vérifie certains virages, puis pas d'autres, et puis finalement t'es quand même pénalisé pour un virage qu'on vérifie pas. Même si c'est tel que tel, il a dépassé les limites de la piste après. Et bref, il faudrait tôt ou tard qu'il sache s'exprimer correctement à la direction de course. Hein. Invité à réagir de nouveau sur le sujet après la cérémonie du podium, le pilote Red Bull avait encore un peu de rancœur en réserve et s'est exclamé "c'est limite de piste, idiote". Là, je l'ai mal lu, c'est limite de piste idiote. Voilà, c'est mieux hein, avec l'intonation. Privé de ce point, Verstappen n'inscrit que 18 points. N'en inscrit que 18 ce week-end, j'ai arrivé. Et accuse désormais 8 unités de retard sur le leader du classement général, Lewis Hamilton. Handicapé par des problèmes d'adhérence depuis le début du week-end à Portimao, le néerlandais tourne son regard vers la prochaine manche, qui aura lieu dans une semaine du 7 au 9 mai. Rendez-vous sur Twitch le 9 mai pour le débrief du Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Je pense que dans l'ensemble, c'était un week-end un peu bizarre au niveau de l'adhérence, nous dit Max. Nous n'étions pas vraiment performants ici. Et nous verrons ce que nous pourrons faire à Barcelone. Maxou. Ben oui, Max. Je pense qu'à Barcelone, la Red Bull devrait être largement dans le coup. Et que la CS va galérer. Je vais pas m'avancer par rapport à ce qu'on a vu ce week-end, mais et voilà quoi. Hein. Merde, ça on vient de voir. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure que quelques minutes avant que je lance l'émission, Alpha Romeo a communiqué comme quoi le rappel pour faire casser la pénalité de Kimi à Imola a été rejeté. Pardon, je suis à moitié en train de roter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hamilton prend un peu de large sur Max Verstappen. 8 points d'écart. C'est un bon matelas. Le moindre point dans un championnat de F1, comme au football, ma foi, ou dans d'autres sports, le moindre point peut faire la différence. Et c'est que 8 points. C'était encore jouable, bien sûr. On est qu'à 3 courses sur 23 dans la saison. Ah, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ok, je pense qu'on a fait. Ah ouais, on va regarder là vite fait s'il y avait d'autres sujets dans la semaine.
George Russell qui frôle la Q3. Ah oui, les qualifications sprint ont été validées cette semaine par la F1 pour quelques week-ends de course. Et donc, comme on le voit là avec cet article-là, la FIA a trouvé un accord avec les équipes de F1, puisque forcément, qui dit des courses sprint dit potentiellement des dégâts sur les voitures. Comme la F1 est dans la recherche quant à l'idée de réduire les coûts, etc., toujours moins d'argent craché, etc., tout comme l'aspect écologique, etc. Bref. Forcément, les équipes étaient très inquiètes par rapport à l'idée de faire des courses sprint le samedi après-midi, il me semble. Regardez, ça doit être marqué dans l'article. Mais bref, finalement, ils ont trouvé un accord avec les équipes par rapport à ça. La FIA va leur allouer comme une sorte de bourse, à mon avis, pour couvrir d'éventuels frais quant à des dégâts pendant cette fameuse course. Pardon. Si je me rappelle bien, j'essaie de voir dans l'article si c'est marqué. Et là, ça parle plus de tout qu'autre chose. L'idée, ce serait que il y aurait peut-être 2 séances d'essais libres comme en ce moment le vendredi. Le samedi, il y aurait une séance d'essais libres, une séance de, 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 de course sprint en fait. Il serait quasiment une qualif. Ah, je me souviens plus, merde. J'ai un trou de mémoire, puis j'ai pas l'article devant moi, mais bref. Voilà, ce serait une course de 100 km, hein, donc à peu près une trentaine de minutes, globalement. Et il n'y a pas vraiment la teneur de la chasse, mais bref, ce serait sur 3 week-ends de Grand Prix à peu près, où il y aurait des... C'est pour tenter d'autres choses, voire de faire un peu plus de spectacle dans le week-end, étant donné que la F1 souffre beaucoup de... Bon, je pourrais dire ça. Il y a forcément eu un désamour avec la F1 au cours des dernières années, parce que c'est devenu très... je sais pas si on peut dire aseptisé, mais en tout cas très précalculé, etc. D'action, etc. Ce week-end aussi, un peu d'une certaine manière, ça a manqué d'action. Enfin, aujourd'hui, on a eu un peu quand même. Mais les courses sprint, ce serait dans l'idée de rajouter un petit peu plus de piment à la chose, etc. Donc pourquoi pas, hein. De toute façon, moi je suis du genre à penser qu'il faut tenter. Ça leur coûte rien. D'un point de vue sportif, etc. Et puis d'un point de vue spectacle, ça leur coûte rien de placer ça pour tester. Comme on a testé d'autres trucs auparavant qui étaient beaucoup débiles, même si ça rentre pas totalement dans le même contexte, mais l'histoire de au Grand Prix d'Abu Dhabi, je crois que c'était en 2018 ou peut-être en 2016, peut-être même bien avant, où pendant une ou deux saisons au Grand Prix d'Abu Dhabi, donc les pilotes du top 10 marquaient le double des points qui étaient prévus à la base. C'est-à-dire que le premier, au lieu de marquer 25 points, en marquait 50, etc. C'était pas mal débile, mais ils l'ont testé quand même. Là, pour le coup, ça peut apporter un vrai spectacle et ça se tente et on verra ce que ça donnera. Ce sera sur 3 week-ends, ça peut être vraiment intéressant. Moi, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. On sait pas encore, je pense, où ça se passera. Ça se passera clairement pas au Canada, puisque ça, on va en parler rapidement. Et si je vois pas d'article là sur le sujet, mais je l'ai annoncé sur le Discord, notamment, puis sur mes réseaux sociaux. Pensez à suivre les réseaux sociaux et à rejoindre le Discord. Le Grand Prix du Canada est annulé en raison de la pandémie de Covid-19. Apparemment, ce sera toujours pas safe pour le mois de juin au Québec. Remplacé par le Grand Prix de Turquie. Où, oui, les arts, j'ai vu ta réaction bien sûr sur le Discord. Ça paraît incroyable, mais du côté de ces pays-là, enfin surtout du côté du Moyen-Orient, ils ont des règles plus strictes et tout, ils ont des protocoles plus stricts. On est allé à Bahreïn, l'année dernière on est allé des fois à Bahreïn, à Abu Dhabi, etc. On est allé en Turquie aussi, puis les protocoles sont beaucoup plus stricts qu'en Europe, etc. Et donc c'est passé. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'encore une fois ça passerait pas en Turquie. L'année dernière en Turquie, par contre, à l'inverse, ce qui était drôle, c'est le fait qu'à la dernière minute, ils ont décidé de réasphalter la piste en entier, ce qui a donné que patinoire pour les F1,
c'était vraiment, comment on pourrait dire ça, simplement glissant quoi. C'était presque du bobsleigh quoi sur la piste avec les voitures. En plus de ça, il a plu en qualification et en course, il me semble. Et ça a donné une course assez dingo quoi. Là, maintenant l'asphalte a travaillé depuis le temps, je pense qu'il y a eu certaines courses organisées sur le circuit. Bref, c'est plus une asphalte neuve, etc. Ça devrait être un petit peu moins galère, j'imagine, d'adhérence, etc. sur le tracé. C'est un circuit que j'aime bien quand même au final, même si j'adore le Canada. Pour plusieurs raisons, c'est mon circuit de cœur. Et la Turquie, c'est un circuit que j'adorais faire à l'époque de F1 2010, etc. Il y a une époque où je faisais des jeux de F1 sur Twitch. Alors je streamais pas en 2010. Et voilà, ça va être intéressant quand même malgré tout quoi. Ce Grand Prix de Turquie. J'ai hâte de revoir quand même le Grand Prix du Canada. Ce sera pour 2022 à tous les coups. En tout cas, ils en ont déjà discuté pour la suite des choses. Ah, j'étais en train de frustrer par votre trafic à partir du Mao, ça c'est les qualifications, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on a vu un peu ce qu'il en était à la fois de l'actu ces derniers temps. Il n'y avait pas plus d'actu que ça, hein, globalement. La vraie actu, c'était plutôt même avant la saison, par la saison dernière, par rapport à la saison 2022, etc. Mais bon, bref, voilà. Voilà ce qu'il en est, ce qui s'est dit cette semaine, etc. Je pense que j'ai pas plus, on n'a pas plus à discuter. Hein. Je pense qu'on a pas mal parlé hein, en 7h30. Merci à vous d'être passé. Merci à vous de repasser la prochaine fois éventuellement. N'hésitez pas à suivre à la fois la chaîne Twitch, les réseaux sociaux, à venir sur le Discord. On partage les courses de F1, on partage des matchs de foot. J'envisage de partager des documentaires. Discord, t'attends les arts, merci. J'envisage de partager des documentaires, notamment sur la F1, justement, enchaînement. Bref, on partage plein de choses, puis on partage aussi surtout pas mal de jeux vidéo aussi. Les autres plus que moi d'ailleurs. Mais voilà. Voilà. En espérant voir nombreux le week-end prochain, donc à l'issue du Grand Prix de Barcelone, pour débriefer donc ce Grand Prix d'Espagne. Puis voilà. N'hésitez pas. Bonne soirée. À dimanche prochain pour l'émission Moxbox. Et puis en attendant, à demain soir sûrement pour, j'espère, du Eurocamion, etc. si le PC le veut bien. Bonne soirée, bonne nuit à vous. Puis portez-vous bien. S'il y a... Au revoir Internet.